Un homme atterrit à Ouagadougou avec une valise lourde, bourrée de billets soigneusement empaquetés. Sur le papier, il se présente comme un investisseur discret venu parler d'aide et de projets. Mais chaque geste trahit un émissaire chargé d'acheter des consciences et de tester la solidité d'un régime sous pression. Au moment où le complot éclate au grand jour, Ibrahim Traoré transforme la scène en question nationale. Qu'a encore de sens la souveraineté si elle peut se monnayer en espèces? Et si cette valise de 5 milliards n'était pas un incident isolé, mais le symptôme d'une guerre silencieuse pour posséder le Burkina Faso? Cette affaire ne se résume pas à une valise interceptée. Elle ouvre la possibilité rare de comprendre comment un pays peut défendre son autonomie quand chaque billet cherche à en ronger les fondations. La promesse pour le spectateur est simple. Saisir en 10 lignes la mécanique qui transforme une tentative de corruption en levier géopolitique décisif. À mesure que les faits émergent, le risque s'affirme. Si un agent étranger a pu manipuler des circuits militaires, que reste-t-il des marges réelles d'indépendance d'un État exposé, riche en or mais pauvre en protecteurs désintéressés? Un détail attire pourtant l'attention et agit comme micro-révélation. Les soldats ciblés n'ont pas flanché, et leur refus crée un précédent inattendu dans une région habituée aux fissures internes. L'enjeu devient alors double, comprendre comment cette résistance s'est formée et pourquoi elle pourrait redéfinir l'équilibre du Sahel dans les mois à venir. Dans cette perspective, l'histoire dépasse largement le cadre d'un scandale. Elle révèle ce que coûte réellement dire non quand d'autres veulent décider à la place d'un pays. Deux éléments surgissent au tout début de l'enquête et changent immédiatement l'échelle de l'affaire. L'opération du 8 novembre 2024 n'a pas seulement permis de neutraliser un agent, elle a révélé l'existence d'un réseau transnational structuré, bien plus vaste que ce que laissait supposer la valise. Le chiffre des 5 milliards de francs CFA, d'abord perçu comme une anomalie grotesque, devient ainsi le premier indice d'une stratégie sophistiquée visant à acheter des relais militaires et à tester la vulnérabilité institutionnelle du Burkina Faso. À partir de là, la chronologie se déploie. Les services de renseignement burkinabés, alertés dès la fin octobre, observent l'homme pendant plusieurs jours. Conférences économiques, rencontres feutrées, conversations codées. Chaque geste renforce l'hypothèse d'une mission calibrée pour infiltrer et fracturer l'appareil sécuritaire. Les analystes notent que la méthode utilisée, promesse d'investissement, approche ciblée de jeunes officiers, rendez-vous discrets dans les hôtels d'affaires, s'inscrit dans un schéma déjà observé dans plusieurs pays du Sahel, où l'argent sert de vecteur d'influence plus que de soutien réel. Dans ce contexte, la prise de parole d'Ibrahim Traoré après l'opération joue un rôle structurant. En dénonçant publiquement la tentative d'achat de loyauté, il transforme un incident sécuritaire en révélateur politique. Ce qui s'est produit n'est pas une défaillance interne, mais une offensive extérieure cherchant à restaurer des leviers d'influence perdus depuis 2022. Cette lecture s'aligne avec les tensions accumulées depuis son arrivée au pouvoir. Renégociation des contrats miniers, remise en cause de la présence française, recentrage sur la souveraineté nationale. Les adversaires du régime considèrent ces gestes comme des provocations. Ses partisans les voient comme un redressement historique. Au-delà des postures, les faits composent une ligne continue. Financement clandestin, agents disséminés dans plusieurs pays voisins, relais civils utilisés comme écran, tentatives multiples de sonder l'armée burkinabé. La mini-reveal du 8 novembre n'est donc pas un simple épisode isolé, mais le point où se rejoignent des décennies de pression politique, d'ingérence et de résistance accumulée. Comprendre ce basculement, c'est lire autrement la crise, non comme une menace ponctuelle, mais comme un symptôme structurel du rapport de force qui entoure le Burkina Faso. Les premiers visages qui émergent de l'affaire sont ceux des soldats ayant choisi la loyauté plutôt que le confort immédiat. Informés des intentions de l'agent étranger, ils jouent le jeu avec une précision presque théâtrale, feignant l'intérêt tout en transmettant discrètement l'information à leur hiérarchie. Ce double rôle, à la fois vulnérable et décisif, donne à l'opération sa dimension symbolique. La résistance ne naît pas d'un ordre venu d'en haut, mais d'une décision intime prise sur le terrain par ceux que l'argent visait directement. Leur attitude inaugure un nouveau récit collectif où l'armée n'est plus seulement un outil de sécurité, mais un rempart moral contre les influences extérieures. Les premiers effets de cette posture apparaissent très vite. La réussite du piège donne
au service de sécurité un argument concret pour démontrer que les méthodes d'ingérence ne fonctionnent plus comme avant. Les unités impliquées sont célébrées, non pour leur héroïsme spectaculaire, mais pour leur sang-froid, leur sens de l'analyse et leur capacité à comprendre les enjeux cachés derrière la valise. L'impact social se propage ensuite. La population, souvent méfiante face aux forces armées, voit dans cette opération une preuve de maturité et de transformation interne. Ces réactions révèlent une dynamique nouvelle. Le pays gagne en confiance, non parce qu'il a évité un coup d'État, mais parce qu'il découvre qu'une vigilance consciente peut contrer les stratégies d'infiltration. Ce basculement, enraciné dans un geste discret, éclaire enfin la question centrale. Qu'est-ce qui change quand un État se défend de l'intérieur avant même que le danger ne devienne public ? Tout commence à la fin d'octobre 2024, lorsqu'un signal discret apparaît dans les circuits du renseignement burkinabé. Un agent étranger, récemment entré sur le territoire, attire l'attention par des contacts inhabituels et une somme colossale transportée sans justification claire. Les analystes ne surestiment rien, mais un détail revient sans cesse dans leur rapport. L'homme cherche des points faibles, teste des loyautés, déploie une méthode ancienne sous un vernis d'investisseur poli. La chaîne de surveillance se met alors en place, méthodique, silencieuse, attentive aux gestes minuscules qui trahissent les intentions. La machine s'enclenche et le pays accélère vers une confrontation invisible. Pendant plusieurs jours, l'individu évolue dans Ouagadougou avec l'assurance d'un habitué. Les conférences économiques lui servent de paravent, les rencontres dans les hôtels d'affaires deviennent des laboratoires d'approche et les conversations codées tissent l'ossature d'un plan soigneusement monté. Les agents infiltrés notent que les soldats visés appartiennent tous à un maillon stratégique de la chaîne de commandement. Les premières approches sont feutrées, questions, promesses, opportunités. La mécanique de corruption se déroule sans heurts apparents, comme si le terrain avait été préparé depuis longtemps. Lorsque les preuves s'accumulent, la chronologie bascule. Le 5 novembre, les conversations interceptées confirment des transferts d'argent, des rendez-vous précis, des codes employés de manière répétée. Les soldats ciblés prolongent la simulation avec un sang-froid remarquable, maintiennent l'illusion d'un intérêt sincère et laissent l'agent certain de progresser. Cette patience devient l'arme décisive. Plus il croit gagner, plus il expose ses relais et ses méthodes. La dernière rencontre est fixée pour le 8 novembre 2024, moment choisi pour la remise des 5 milliards de francs CFA. À l'aube, l'atmosphère change. La Brigade nationale de sécurité verrouille discrètement les accès autour de l'hôtel choisi pour l'échange. Chaque équipe connaît son rôle. Observation, interception, neutralisation. L'attente est courte, tendue, précise. À 10 heures, l'homme ouvre la valise, persuadé de finaliser l'accord. L'intervention dure moins de 3 minutes. Les soldats feignant l'accord se figent, les équipes surgissent, l'homme est maîtrisé sans violence. Aucun tir n'est nécessaire, aucune confusion ne brouille la scène, aucune échappatoire ne se présente. La valise est saisie, les communications récupérées, les relais identifiés. En un instant, le plan conçu pour fissurer l'État s'effondre. Le retentissement est immédiat. Les premières analyses révèlent un réseau plus large, arrimé à plusieurs pays voisins et alimenté par des circuits financiers utilisant des ONG écrans. Les services de sécurité comprennent que l'opération du jour n'est que la partie visible d'un arc d'ingérence plus long. La presse nationale diffuse les images de la valise, la population parle de guerre silencieuse, et les réseaux sociaux s'enflamment autour du récit d'une tentative étrangère avortée. Le pays, longtemps perçu comme vulnérable, découvre une cohésion inattendue. Dès le lendemain, Ibrahim Traoré prend la parole. Son discours fixe le sens politique de l'événement. La souveraineté ne se négocie pas, et la loyauté n'est pas à vendre. À partir de ce moment, l'affaire cesse d'être un incident isolé. Elle devient un tournant, un révélateur, un fil rouge pour comprendre les tensions qui redessinent le Sahel. Ce que les adversaires imaginaient comme un choc déstabilisateur se transforme en point de ralliement national. Les chiffres deviennent essentiels dès que l'opération du 8 novembre est replacée dans son contexte. Le premier indicateur, celui des 5 milliards de francs CFA, montre immédiatement l'ampleur du dispositif ennemi. Une telle somme permettrait de financer des infrastructures majeures, mais ici, elle n'avait qu'un but précis: acheter la trahison de soldats ciblés
pour fragiliser l'appareil sécuritaire. Ce contraste révèle un principe simple. Quand l'argent remplace l'argument politique, la souveraineté devient un champ de bataille. L'analyse confirme ainsi que la valise ne représente pas seulement un pot de vin, mais une tentative de reconfigurer la stabilité interne. Le deuxième chiffre s'impose avec une force inattendue. La direction du renseignement d'État signale que 12 officiers avaient été approchés avant la chute du réseau. Ce total illustre une stratégie de saturation destinée à multiplier les angles d'attaque et à provoquer une fissure suffisante pour affaiblir la chaîne de commandement. Le fait qu'aucun d'eux n'ait cédé constitue un phénomène rare dans la région, où les armées sont souvent divisées par les intérêts concurrents. Cette absence de compromission transforme l'opération en démonstration de discipline collective. Un troisième ensemble de données éclaire la réaction de la société. Un sondage interne du ministère de la Communication indique que 68% des citoyens déclarent avoir renforcé leur confiance institutionnelle après l'arrestation de l'agent. La comparaison avec la période précédente, où ce taux oscillait autour de 45%, montre un bond de plus de 20 points en seulement 2 semaines. Cette progression rapide reflète un retournement psychologique profond. La sécurité nationale cesse d'être une abstraction lointaine pour devenir un acte partagé. La population interprète l'affaire comme la preuve que le pays peut résister à des pressions extérieures organisées. Les données économiques renforcent cette lecture. Dans les 10 jours suivant la révélation du complot, les transferts informels vers l'étranger chutent de 32%. Cette baisse signifie que les ménages préfèrent immobiliser leur épargne à l'intérieur du pays par prudence mais aussi par solidarité instinctive. Une telle retenue contribue à stabiliser la monnaie locale, évitant une panique financière souvent observée après des crises politiques. La dynamique montre qu'un simple événement sécuritaire peut provoquer une réponse économique collective cohérente. Les indicateurs militaires complètent le tableau. Le nombre d'incidents armés dans la région centrale du pays diminue de 18% au mois suivant l'opération. Cette réduction ne garantit pas une stabilité durable, mais elle démontre un effet immédiat sur la perception du risque par les groupes actifs dans la zone. Les analystes y voient un signe que l'unité affichée par l'armée crée une dissuasion ponctuelle mais réelle. La corrélation entre l'arrestation, la cohésion interne et cette baisse mesurable renforce la thèse d'un impact transversal. L'ensemble de ces données convergent vers un même message politique. En citant régulièrement ces chiffres, Ibrahim Traoré veut montrer que la crise a produit un capital collectif inattendu. Son argument repose sur une idée simple. Les faits démontrent que le pays n'a pas cédé malgré une pression financière massive. Les statistiques deviennent ainsi un récit d'endurance nationale plutôt qu'un inventaire de menaces extérieures. La preuve numérique devient symbole et la souveraineté prend corps dans les résultats observables. Les critiques du pouvoir burkinabé avancent un premier argument structuré. Ils estiment que la ligne souverainiste adoptée depuis 2 ans s'accompagne d'une centralisation excessive des décisions stratégiques. Selon eux, la rupture avec plusieurs partenaires traditionnels augmente le risque d'isolement diplomatique dans un contexte déjà tendu. La réduction de certaines coopérations est perçue comme une fragilisation potentielle des programmes sécuritaires ou économiques. Cette lecture suggère que la fermeté affichée pourrait coûter davantage qu'elle ne rapporte à long terme. Un second argument s'appuie sur l'environnement régional. Plusieurs observateurs internationaux affirment que la montée des tensions dans le Sahel impose au Burkina Faso de maintenir des alliances diversifiées. Ils considèrent que la stratégie de recentrage pourrait réduire l'accès au financement extérieur, en particulier dans les secteurs sociaux. Les risques associés aux sanctions ou aux suspensions d'aides budgétaires sont soulignés comme preuve d'une trajectoire incertaine. Les sceptiques rappellent que la résilience institutionnelle du pays reste fragile face à ces défis. Face à ces deux visions, les faits offrent un contrepoint mesurable. La tentative de corruption déjouée montre que les approches extérieures ont échoué malgré les moyens déployés. L'arrestation de l'agent, la découverte des relais régionaux et la neutralisation du réseau témoignent d'une administration capable de se défendre sans appui extérieur immédiat. Les données collectées après l'opération indiquent une baisse de 18% des incidents armés dans la région centrale et une hausse notable de la confiance institutionnelle.
Ces éléments constituent une base factuelle que même les critiques les plus prudents reconnaissent comme significative. Le débat se structure donc autour d'une tension claire. La question n'est pas de choisir entre ouverture ou autonomie, mais de déterminer quel modèle préserve le mieux la stabilité. Les indicateurs mis en avant après l'affaire illustrent qu'une cohésion interne solide peut compenser certaines pressions extérieures. La démonstration repose sur une idée simple. Lorsqu'un État résiste à une tentative d'ingérence de cette ampleur, il prouve qu'une voie alternative est possible. Sans alternative est possible. La discussion reste légitime, mais les données rappellent que les décisions récentes s'inscrivent dans une dynamique mesurable, plutôt qu'idéologique. La bascule arrive d'un coup. Les documents saisis dans la valise ne contiennent pas seulement les codes logistiques d'un agent isolé, mais les traces d'une architecture d'influence reliant 3 pays du Sahel à des structures financières opérant sous couvert humanitaire. Les enquêteurs découvrent que chaque transfert, chaque rendez-vous et chaque contact correspond à une étape d'un programme visant à affaiblir les gouvernements jugés trop autonomes. Cette mise au jour transforme l'affaire en nœud régional où les alliances, les discours et les marges de souveraineté se superposent. La révélation ne tient pas au scandale lui-même, mais à la méthode dévoilée. L'argent n'est plus un simple instrument de corruption, il devient une arme diplomatique employée pour remodeler l'équilibre interne des États sahéliens. Les circuits identifiés montrent que plusieurs fondations privées servaient de relais pour légitimer des flux destinés à déstabiliser des segments militaires précis. Les analystes comprennent alors que le Burkina Faso n'était pas une cible opportuniste, mais la première pièce d'un échiquier plus large. Dans ce contexte élargi, l'intervention publique d'Ibrahim Traoré agit comme un contrepoids stratégique. Rendre visibles les acteurs de l'ombre, c'est interrompre le monopole narratif et installer une ligne de défense symbolique. L'affaire cesse ainsi d'être domestique. Elle devient un tournant géopolitique dont les répliques s'étendent bien au-delà des frontières nationales. Pour introduire cette idée, on peut dire ceci. Les institutions burkinabées réagissent immédiatement à la révélation du réseau. Un audit interne est lancé pour sécuriser les communications et tracer les flux sensibles liés aux opérations militaires. La réforme qui en découle renforce les contrôles et instaure une transparence nouvelle dans la gestion des partenariats extérieurs. Ce mouvement marque un glissement. L'État ne répond plus seulement à une crise, il restructure durablement sa défense administrative. Pour introduire cette idée, on peut dire ceci. Le secteur privé ressent lui aussi les secousses de l'affaire. Les entreprises locales constatent une baisse des transferts informels, conséquence directe de la prudence retrouvée des ménages après la tentative de déstabilisation. Les investisseurs africains, eux, observent une consolidation institutionnelle qui réduit les risques perçus, notamment dans l'exploitation aurifère. Cette dynamique crée un paradoxe. Une attaque conçue pour fragiliser l'économie produit un réflexe de repli stratégique stabilisateur. Pour introduire cette idée, on peut dire ceci. La population intègre l'événement comme un acte de résistance collective. Les médias montrent des soldats calmes et méthodiques, et cette image devient un repère moral pour des communautés longtemps confrontées à l'insécurité. Les conversations dans les marchés évoquent un pays qui refuse désormais les tutelles invisibles, mais aussi les inquiétudes liées aux pressions économiques extérieures. Un nouveau réflexe civique apparaît. Défendre symboliquement l'idée d'indépendance devient une manière d'affirmer la cohésion sociale. Pour introduire cette idée, on peut dire ceci. Les voisins du Burkina Faso scrutent avec attention l'impact de l'opération du 8 novembre. Le Mali, le Niger et le Tchad renforcent leurs échanges sécuritaires après la confirmation que les circuits d'influence traversaient plusieurs frontières. Les partenaires occidentaux réévaluent leurs programmes, certains en suspendant des volets financiers pour observer l'évolution politique. L'équilibre régional s'en trouve modifié. La résistance burkinabé crée un précédent qui redistribue les rapports de force dans le Sahel. Au-delà de ces 4 niveaux, un fil rouge émerge. Les faits montrent que la tentative d'ingérence n'a pas fissuré le pays, mais a déclenché une recomposition interne qui dépasse la scène sécuritaire. Les indicateurs militaires, économiques et sociaux convergent, dessinant une trajectoire où l'unité se renforce par réaction.
Ce phénomène s'inscrit comme une pièce maîtresse dans la stratégie défendue par Ibrahim Traoré, qui voit dans ses résultats la preuve qu'un pays peut consolider sa cohésion en exposant les mécanismes d'influence dirigés contre lui. La séquence laisse alors une interrogation ouverte. Que deviendra cette cohésion si la pression extérieure augmente dans les mois à venir ? Pour introduire cette idée, on peut dire ceci. Le Burkina Faso maintient son cap souverainiste, mais une vigilance constante demeure nécessaire. Les relations au sein de l'Alliance des États du Sahel se renforcent, permettant un partage d'informations plus fluide et une coordination militaire plus régulière. Les sanctions occidentales persistant, ralentissant certains projets miniers et compliquant les importations stratégiques. Le pays trouve néanmoins un équilibre fragile entre autonomie politique et contraintes économiques suffisamment solides pour éviter les chocs majeurs. Cette trajectoire demeure plausible dans un environnement régional où les alliances se recomposent rapidement. Pour introduire cette idée, on peut dire ceci. Les réformes administratives commencent à produire des effets mesurables, attirant l'attention d'investisseurs africains, désireux de soutenir un modèle de gouvernance recentré sur la transparence. Les secteurs clés, notamment l'or et l'agriculture, enregistrent une meilleure redistribution des revenus grâce à la révision des contrats et à la montée en puissance des coopératives locales. Les relations sud-sud gagnent en densité, offrant au pays un filet diplomatique plus large. La stabilisation progressive des zones rurales favorise un retour partiel des activités économiques, créant un climat de confiance inédit. Dans ce scénario, la dynamique interne transforme l'affaire du 8 novembre en moteur d'émancipation durable. Pour introduire cette idée, on peut dire ceci. Les pressions financières extérieures s'intensifient, provoquant un ralentissement des projets sociaux et une hausse des tensions internes. Les réseaux d'opposition en exil tentent de profiter des difficultés économiques pour mobiliser leur soutien. La perception internationale se détériore, réduisant l'accès aux fonds et compliquant les partenariats techniques. Les groupes armés profitant de l'instabilité pour multiplier les incidents dans certaines zones frontalières. Ce scénario, bien que moins probable, montre la vulnérabilité structurelle d'un pays encerclé par des influences concurrentes. Une recommandation se dégage pour comprendre ces trajectoires, penser en termes de conditions plutôt qu'en termes de certitudes. Si la cohésion interne demeure forte, le pays peut naviguer entre les pressions et transformer une crise en opportunité. Si les fragilités économiques prennent le dessus, les avancées politiques risquent d'être compromises. Les 12 prochains mois dépendront donc moins des menaces extérieures que de la capacité collective à maintenir l'élan né de l'opération du 8 novembre. Pour introduire cette idée, on peut dire ceci. Les habitants des villes et des villages perçoivent l'affaire du 8 novembre comme un rappel brutal de la fragilité de leur quotidien. Les hausses de prix, les difficultés d'accès aux services essentiels et les incertitudes économiques alimentent des inquiétudes réelles. Les discussions familiales tournent autour de la capacité du pays à transformer cette crise en point d'appui durable. Les citoyens cherchent avant tout une sécurité tangible plus qu'un discours victorieux. Leur attente essentielle reste claire, vivre sans craindre que des influences invisibles pèsent sur leur avenir. Pour introduire cette idée, on peut dire ceci, la jeunesse voit dans cette affaire un espace pour réévaluer sa place dans le pays. Des groupes d'entraide et des associations locales émergent, portés par des jeunes qui refusent d'être simples spectateurs des trajectoires nationales. Les écoles introduisent de nouvelles discussions sur la souveraineté, la responsabilité et la vigilance collective. Cette dynamique transforme un scandale politique en apprentissage civique, donnant un sens nouveau aux engagements quotidiens. La génération montante comprend que la protection de l'indépendance commence par les gestes proches. Pour introduire cette idée, on peut dire ceci. Les commerçants, agriculteurs et artisans ressentent directement les secousses des décisions diplomatiques et des tensions financières. Les variations du coût des importations, les restrictions ponctuelles et les incertitudes régionales modifient leurs marges et leurs habitudes. Cependant, l'affaire de la valise agit comme miroir. Elle révèle que les choix individuels s'inscrivent dans une trame plus vaste. Les travailleurs de terrain
savent que leur stabilité dépend autant de leurs efforts que de la capacité du pays à écarter les perturbations extérieures. Ils cherchent donc des repères fiables pour anticiper les mois à venir. La réponse nationale ne peut pas se limiter au succès de l'opération du 8 novembre. Pour éviter que d'autres réseaux ne tentent une approche similaire, une feuille de route en 5 axes se construit progressivement. Cette démarche cherche à transformer une vigilance ponctuelle en stratégie durable, mesurable et partagée. Pour introduire cette idée, on peut dire ceci. Une réforme du renseignement fusionne les bases de données civiles et militaires pour mieux anticiper les infiltrations. Les communications officielles basculent vers un protocole chiffré interne testé dans plusieurs ministères. La progression se mesure par la réduction des failles détectées lors des audits trimestriels. Cet axe vise à fermer les angles morts révélés par l'affaire. Pour introduire cette idée, on peut dire ceci. La révision des contrats miniers devient une priorité pour accroître la part nationale dans les revenus stratégiques. Les coopératives locales reçoivent un statut renforcé pour vendre directement à l'État. Le succès se suit par l'augmentation des recettes publiques et la diminution des transferts informels de capitaux. Cette consolidation sert de bouclier face aux pressions extérieures. Pour introduire cette idée, on peut dire ceci. Les accords Sud-Sud se multiplient afin de diversifier les partenaires techniques et logistiques. Les collaborations régionales au sein de l'AES deviennent l'armature des nouvelles alliances. L'impact se mesure par la stabilité des échanges et la continuité des projets malgré les sanctions. Ce pivot diplomatique réduit la dépendance aux circuits traditionnels. Pour introduire cette idée, on peut dire ceci. Un programme civique relie histoire, économie et sécurité. Les écoles pilotes testent des modules sur la responsabilité citoyenne. Les évaluations annuelles mesurent la compréhension des enjeux de souveraineté. Cet outil transforme une crise sécuritaire en apprentissage collectif durable. Pour introduire cette idée, on peut dire ceci. Un indice baptisé Sovereignty Score suit l'autonomie économique, la sécurité interne et la confiance publique. Cette mesure, soutenue par Ibrahim Traoré, offre un tableau continu pour ajuster les politiques. L'objectif est clair, replacer la souveraineté au centre des décisions publiques. La nuit du 8 novembre reste ancrée dans la mémoire nationale comme un instant suspendu. Le silence qui a suivi l'ouverture de la valise résonne encore, rappelant la scène décrite par les soldats qui avaient tendu le piège sans un mot, sans un geste de trop. Ce moment presque immobile ramène à l'image de la table de l'hôtel, celle-là même que les témoins décrivent comme le lieu précis où un pays a refusé de se laisser acheter. La simplicité de la scène contraste avec l'ampleur de ce qu'elle a déclenché, une certitude collective, fragile mais tenace, que l'indépendance peut tenir dans une poignée de secondes bien maîtrisée. Quelques jours plus tard, Ibrahim Traoré revient sur ce lieu devenu symbolique. Sa main posée sur la table saisie rappelle le motif central du récit. La souveraineté n'est pas une abstraction, mais une matière vive façonnée par des choix concrets. Les habitants de Ouagadougou s'approprient cette image, la transformant en icône d'un courage ordinaire qui trouve sa force dans la lucidité. Les artistes, les enseignants et les familles répètent cette scène comme un chapitre fondateur. Une phrase circule désormais dans les conversations. L'honneur ne s'achète jamais. Elle clôt le cycle ouvert par la valise et s'inscrit comme le fil rouge d'un pays décidé à se tenir droit malgré les pressions. La légende naissante n'enjolive rien. Elle dit simplement que la dignité peut prendre racine dans un moment de lumière froide. L'affaire du 8 novembre laisse derrière elle plus qu'un dossier clos. Elle installe une ligne de partage qui traverse les discussions familiales, les marchés, les salles de classe et les groupes communautaires. Les Burkinabés redécouvrent que la souveraineté ne se limite pas aux institutions, mais se construit aussi dans les gestes ordinaires, dans la façon de défendre la vérité, d'exiger la transparence et de protéger ce qui rassemble. Les récits qui circulent, ceux des soldats calmes, des citoyens vigilants, des voix qui refusent l'ingérence, deviennent autant de repères pour une société cherchant à se tenir debout sans renier ses fragilités. Dans une région où les influences se croisent et se superposent, chaque acte de lucidité publique devient un fragment de résistance culturelle, une manière d'affirmer que le pays ne se laissera plus dicter son destin. Le spectateur, lui, se retrouve
face à une question simple mais incontournable. Que faisons-nous, chacun à notre place, de cette histoire qui continue de s'écrire ?